Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui intéresse les spécialistes de l'appareil locomoteur, qu'ils soient rééducateurs, rhumatologues, orthopédistes et parfois aussi les neurochirurgiens. Il s'agit de la biomécanique lombaire, une question relativement complexe qui peut être traitée de différentes manières. Mais je vais me limiter ici à quelques notions introductives sur ce sujet. La biomécanique est la discipline qui étudie les propriétés mécaniques des tissus biologiques dans les conditions normales et pathologiques, avec un intérêt particulier pour l'étude de la relation entre les déplacements et les efforts mis en jeu. Et pour étudier la biomécanique rachidienne, il est essentiel de connaître le côté biologique de la question, c'est-à-dire l'anatomie et la physiologie du rachis, ainsi que le côté mécanique, c'est-à-dire l'étude des forces appliquées sur le rachis et leurs conséquences. On peut distinguer la biomécanique statique, celle qui étudie les forces agissant sur les corps rigides en équilibre, de la biomécanique dynamique, qui étudie les corps en mouvement. Elle comprend la cinétique, qui s'intéresse à la recherche des causes et des raisons du mouvement, c'est-à-dire à répondre à la question « Pourquoi un objet immobile commence-t-il à se mouvoir ?» et la cinésiologie, qui est un terme américain, l'équivalent en français de l'analyse du mouvement. La biomécanique utilise différentes méthodes d'investigation. Les expérimentations in vitro, qui font appel à des pièces anatomiques, les méthodes de modélisation, c'est-à-dire de simulation numérique, ou encore des analyses in vivo, avec surtout des analyses cinématiques ou analyses de la statique rachidienne. Après cette courte introduction sur la biomécanique, revenons au rachis. Le rachis lombaire est une colonne ostéo-articulaire avec des structures dures et des structures molles et constitue la charpente axiale du corps, l'équivalent d'un mât pour un bateau, ce qui permet à notre corps de garder une station érigée. Les trois segments rachidiens ont des caractéristiques et des fonctions distinctes. Le segment cervical est léger et mobile, le segment thoracique est un segment intermédiaire, il est plutôt statique, et le segment lombaire est lourd et mobile. Il est robuste et complexe, et en même temps délicat et fragile. Les vertèbres qui constituent le rachis lombaire sont des vertèbres volumineuses, solidarisées par de puissants ligaments. La fonction principale de la colonne vertébrale, c'est de supporter le poids du corps et éventuellement des charges surajoutées, et donc la colonne doit être rigide. Deux autres fonctions, non moins importantes, sont représentées par la flexibilité, c'est-à-dire que la colonne lombaire doit être souple pour permettre les mouvements, et aussi elle doit être stable pour assurer la protection des structures nerveuses, que ce soit lors de ports de charge ou lors de mouvements. Si on prend une vertèbre lombaire, on aura des rôles mécaniques distincts en fonction de la partie considérée. Les corps vertébraux ont un rôle de soutien du poids du corps et des charges. Les arcs postérieurs protègent les éléments nerveux. Quant aux apophyses ou processus, ils augmentent l'efficacité musculaire. Le segment mobile est l'unité fonctionnelle du rachis. Il a la forme d'un trépied fonctionnel. Il est constitué du disque et de tous les ligaments d'union des vertèbres. La mobilité de ce segment est de type mouvement couplé, ce qui signifie que le mouvement selon une direction va influencer les déplacements dans les autres directions, et, en même temps, que le dysfonctionnement d'un élément du segment mobile retentit sur les autres structures et ensuite sur l'ensemble du rachis. Le rachis lombaire possède un grand secteur de mobilité, notamment lors de la flexion-extension et des mouvements d'inclinaison. On note cependant que les deux étages inférieurs du rachis lombaire sont plus mobiles que les étages supérieurs, notamment lors de la flexion-extension. Certains auteurs ont proposé des divisions de la colonne lombaire afin d'expliquer la transmission des forces et de classer les instabilités. La plus connue, c'est le trépied de René-Louis, qui divise le rachis en une colonne antérieure, disco-corporéale, et de deux colonnes postérieures, constituées par les articulaires, ou les zygapophyses. Chacune des colonnes rachidiennes comporte des structures qui résistent aux forces de compression, notamment les corps vertébraux et les disques, et d'autres structures qui résistent aux forces de cisaillement, notamment le ligament antérieur, le ligament jaune et les ligaments inter- et supraépineux. Francis Denis avance également une théorie des trois colonnes, mais anatomiquement différente
reste celle de René Louis. Roy-Camus, quant à lui, propose une division du rachis en 5 segments, 3 verticaux et 2 horizontaux. Il a insisté sur l'importance de l'atteinte du segment vertébral moyen dans la genèse de l'instabilité du rachis. Voyons maintenant le rôle du système musculaire dans la biomécanique lombaire. Ce système, en plus de son rôle moteur, joue un rôle capital dans la réduction des contraintes subies par le disque intervertébral à travers plusieurs mécanismes. D'abord celui de la poutre composite. Il s'agit d'un concept mécanique qui signifie l'association de 2 matériaux différents, unis solidairement et partageant les mêmes contraintes. Cette poutre composite est constituée de la colonne osseuse lombaire, des ligaments et des muscles intervertébraux. Le muscle et l'os forment alors un ensemble plus résistant que l'os isolé. Le modèle de caisson abdominal dérive de la représentation du tronc divisé en 2 caissons. Un caisson pneumatique, c'est le caisson thoracique, et un caisson hydrique, c'est le caisson abdominal, délimité par 6 parois. La contraction des muscles du caisson abdominal augmente la pression intra-abdominale. Ceci va permettre à la colonne lombaire de prendre appui sur ce ballon abdominal, ce qui réduit les contraintes au niveau lombaire, notamment lors de la flexion. Par contre, le relâchement du caisson abdominal entraîne une sursollicitation des lombaires lors de l'effort, ce qui pourrait expliquer certaines lombalgies. La pince ouvrante est un mécanisme qui permet d'amortir les forces de compression axiale sur la colonne lombaire. Le mouvement de la pince ouvrante est compromis en cas de pincement discal. Les contraintes mécaniques subies par la colonne lombaire sont représentées par des forces de compression, de cisaillement et de tension. Et pour résister à cela, elle doit posséder une bonne stabilité, c'est-à-dire la possibilité de limiter les déplacements articulaires lors des mouvements physiologiques, de façon à ne pas endommager ou irriter les différents tissus de la colonne lombaire. Et la stabilité, pour qu'elle soit assurée lors de l'application des forces externes, nécessite, selon Panjabi, l'intégrité de 3 sous-systèmes interactifs. Le système passif, constitué par la morphologie des surfaces articulaires et le système capsulo-ligamentaire, ainsi que le disque intervertébral. Le système actif, constitué par les muscles stabilisateurs intrinsèques, et le système de contrôle, constitué par la proprioception articulaire. En cas de défaillance d'un ou de plusieurs de ces systèmes, il y aura une instabilité qui va apparaître. Et sur un rachis instable, on aura l'apparition de déplacements ou de mouvements aberrants au niveau intervertébral, ce qui pourra menacer les éléments nerveux, notamment radiculaires. Les causes de l'instabilité sont nombreuses. Il peut s'agir de traumatismes et de lésions dégénératives, comme les entorses, les fractures, les spondylolisthésis. Et il peut s'agir aussi de causes non traumatiques, comme les infections ou les maladies osseuses. Et comme conclusion, je dirais que la biomécanique appliquée au rachis permet de simplifier la compréhension de la physiologie articulaire vertébrale et de mieux orienter la prise en charge thérapeutique, qu'elle soit rééducative ou chirurgicale. Et bien sûr, elle permet la mise en œuvre de stratégies de prévention et d'économie articulaire. Je vous remercie.